Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Notre club remonte au classement, l'Olympique Lyonnais, notre club chéri, notre club de cœur. En tant que supporter, je suis très content. Évidemment, prendre 3 points à la Mosson contre une équipe très compliquée et contre laquelle on gagne peu chez elle, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Alors évidemment, hier, Thomas a dit, je pense qu'Antoine des éditos pense que Jean-Michel Aulas a mis la pression. Évidemment, évidemment. Quand on connaît son petit Jean-Michel Aulas illustré depuis les années 90 pour ma part, hein, voilà, j'ai lu énormément de ses interviews, de ses chroniques, de ses interventions médiatiques, sur les réseaux sociaux je ne le suis pas beaucoup. Hein, voilà. On commence à connaître. C'est l'homme de situation de crise par excellence. Par excellence. On est sur une situation de crise à l'Olympique Lyonnais, suite au mauvais résultat de début de saison, et suite à la défection du général Juninho, défection qui entre autres n'avait rien de surprenant, parce que je pense qu'il y avait de l'eau dans le gaz depuis longtemps, connaissant Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas est ressorti, comme toujours en période de crise, quand son club est au plus mal, le téléphone sort, il prend des avis à droite à gauche, comme il l'a toujours fait. Il sonde, il analyse la situation en homme intelligent, qu'il est, parce qu'il est très intelligent, et il prend des décisions. De là à dire qu'il soit surpris par la décision de Juninho, j'ai un peu du mal à croire. Je pense que ça s'est très très mal fini avec Rudy Garcia. Il faut savoir que Rudy Garcia faisait beaucoup de navettes avec Jean-Michel Aulas de manière quotidienne. Donc se plaignant en l'occurrence au téléphone de l'attitude de son N+1, c'était voir Juninho, qui l'empêchait de faire les compositions, qui voulait tout savoir. A priori c'est ce qui se passe avec Peter Bosz également. Donc ça s'est très mal fini et Jean-Michel Aulas n'est pas un naïf. Ce n'est pas un naïf. Il sait que Juninho, il a fait des pieds et des mains pour le ramener, comme disait Constant dans l'émission d'hier. Parce que c'est important pour le club d'avoir des anciens. C'est ce qui se passe dans beaucoup de grands clubs, d'avoir des anciens. Pour structurer le club, hein, que ce soit Oliver Kahn, Rummenigge au Bayern. Ça se passe très souvent comme ça. On emmène des anciens de la maison. Zidane, on peut en citer plein, hein, Maldini, Pirlo, des gens qui ont une expérience sur le terrain et qui sont censés apporter quelque chose dans le management a posteriori. Pavel Nedved, alors je sors quelques noms comme ça. Parce que ça donne une légitimité, parce que ça rassure les supporters, et c'est ce que voulait Jean-Michel Aulas. Donc il y avait un compromis évident d'aller chercher Juninho, moi le premier. Hein. Sauf que très vite, il s'est aperçu des limites de Juninho. Très très vite, hein, avec Silvinho, il a très vite vu que la chose n'était pas maîtrisée. Malheureusement, ça arrive. Hein. Et Jean-Michel Aulas, quand vous le trahissez une fois, alors c'est pas trahir vraiment, parce que Juninho n'a pas trahi, mais quand vous le décevez une fois, c'est rarement oublié et effacé de sa mémoire. C'est aussi pour ça que c'est un grand président. Donc la confiance, je pense, s'est très vite effritée avec l'ami Juninho, dès octobre 2019. Il a essayé de mettre Ponceau en avant lors de la conférence de presse de mai 2019. Il a essayé de faire parler de Juninho, qui a tout de suite essayé de donner son regard sur Lucas Toussard, sur l'équipe, sur tout ça. Mais très très vite, la confiance s'est érodée et je pense que l'affaire Garcia, c'est une hypothèse. Je le dis bien. À mon avis, a très très vite catalysé et crispé les tensions entre Jean-Michel Aulas et Juninho. Car bien que peu de gens aiment Garcia au sein du club, et au sein du supportariat de l'Olympique Lyonnais, Rudy Garcia est quand même quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On ne discute pas la personne. Quelqu'un qui a eu son mot à dire dans son éviction. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand vous lourdez un manager, généralement, le boss de la boîte, il demande à la personne qui part si c'est possible d'avoir un retour d'état des lieux de la situation, afin de perfectionner le poste à l'avenir. C'est évident. C'est évident. Et je ne vois pas Jean-Michel Aulas ne pas avoir fait cette démarche. C'est ce qui permet d'optimiser, de voir les lacunes hiérarchiques, les lacunes situationnelles, les lacunes entre les hommes. Et Jean-Michel Aulas a fait un état des lieux. Et évidemment, Rudy Garcia ne s'est pas privé pour défoncer Juninho. Comme il l'a fait dans l'équipe. Plus des choses dont je pense que Rudy Garcia a passé sous silence lors de sa conférence de presse à l'équipe, enfin de son interview à l'équipe, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui Juninho dit ce monsieur et qu'il refuse de prononcer son nom, car
Le peu de crédit, je pense, qui restait à Juninho a été définitivement entamé à ce moment-là. Bien entendu, Jean-Michel Aulas n'a pas fait d'esclandre, il a continué à dire publiquement qu'il soutenait Juninho patati patata, et qu'il le laissait sélectionner entraîneur de son choix, à savoir Peter Bosz. Et pourquoi pas ? Nous, on a vu ça comme une dernière chance. Voilà, c'est le dernier rush, c'est la dernière fois que tu peux tenter un truc avant de partir. Ça enlève pas le recrutement sur Guimarães et Paqueta. Hein. Je pense que ça pourrait être un très bon recruteur, Juninho. Même meilleur qu'un entraîneur, parce qu'il est trop rigide pour un entraîneur à mon goût. Il faut une personnalité un peu plus flexible. J'y reviendrai dans la deuxième partie de cet édito. Et je pense que Jean-Michel Aulas, au mois de juin 2021, c'était fini avec Juninho l'affaire. C'était entendu. Et je pense que Juninho le savait. Et ils ont sauvé les apparences. Comme on fait en Asie, on sauve la face. On ne dit jamais publiquement ses émotions, ne fait pas preuve de sa joie ou de ses colères, car c'est très malvenu. Et je pense que Jean-Michel Aulas et Juninho ont eu cette intelligence relationnelle pour sauver l'institution, de ne pas dire qu'ils allaient plus travailler ensemble, alors que c'était déjà quasiment installé. Voilà, Juninho peut pas sortir indemne du départ de Silvinho qui a 4 mois après son arrivée, et également du conflit larvé avec un entraîneur quand même d'expérience qui s'appelle Rudy Garcia. Ça s'est pas bien fini pour lui, évidemment, au bout de 2 couacs de la sorte, ça peut pas bien se passer pour un manager. Donc après, aujourd'hui, quand il dit « je suis étonné de la sortie de Juninho au mois de novembre », c'est parce que ça devenait complètement intenable humainement. Et je pense que comme c'est quelqu'un qui a une grande éthique, Juninho, et ça je lui reprocherai jamais, je pense que c'est quelqu'un de très éthique et qui a la main sur le cœur et qui est très transparent, ce qui est une qualité humaine mais parfois un défaut quand vous êtes dans un monde corporatiste, il n'a pas tenu et il a dit « moi je pars en fin d'année ». Alors là, ça a peut-être étonné, en effet, Jean-Michel Aulas, cette sortie. Évidemment, ça l'a peut-être étonné parce que c'était peut-être convenu entre eux. Écoute, moi, Jean-Michel, je fais 3 ans et Monsieur Aulas, après, je pars. Hein. Voilà, ça s'est dit entre eux, c'est évident. D'ailleurs, il l'a dit, moi, je l'ai toujours dit. Non, il l'avait dit nulle part avant. Il l'avait dit, je pense, à Ponceau et Aulas, mais il l'avait jamais dit publiquement que ça irait à 3 ans. Peu importe. On en est arrivé là. Évidemment, je vais arriver sur la deuxième partie de mon édito. Au-delà du fait que Juninho n'était plus pérenne dans le club, et c'était quelque part évident, prenez les boîtes où vous bossez ou les endroits où vous bossez, la situation de Juninho, vous le mettez à votre N+1 ou à un collègue, elle devient très vite intenable. C'est du rationalisme, c'est de l'évidence. J'en arrive à la deuxième partie de mon édito, l'ami Peter Bosz. Vous allez dire, ouais, tu l'as défoncé, machin et tout. Effectivement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup agacé. C'est le crédit absolument extraordinaire qu'on a prêté à cet homme. Alors je pense qu'il y a beaucoup de supporters, je le dis tel que je le pense, qui ont voulu donner un crédit à Peter Bosz de manière inverse au discrédit qu'ils ont apporté à Rudy Garcia. Je pense que les choses sont plus nuancées que ça. Alors Rudy Garcia, évidemment, il était porteur de toutes les lèpres et des pestes de la terre en venant de Marseille. Donc il a fait son job à Marseille quand il a critiqué Lyon. Vous venez d'une entreprise concurrente... il s'est comporté de manière très provisoire de Marseille, et puis quand il arrive à Lyon, effectivement, fallait peut-être pas le prendre, hein, s'il avait dit des choses sur Lyon à l'époque, mais bon, ça n'a pas dérangé les gens quand Valbuena jouait à Lyon, hein, ça n'a pas dérangé spécialement des joueurs quand Gomis a signé de Saint-Etienne à Lyon, ou quand Coupet est venu et que Cassius a fait le chemin inverse, ça n'a pas beaucoup dérangé à partir du moment où mes débuts, comme ça dérange pas plus les supporters de l'Atlético Madrid que Griezmann parte et qui disent je reste, je pars, je reste, je pars, et quand il revient, tout va bien. Mais bon, pour De Garcia, a priori, c'était un cas différent. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'a pas entraîné Saint-Etienne non plus. Effectivement, à un moment donné, vous êtes comme les entraîneurs italiens, comme Lippi, comme Ancelotti, comme à un moment donné, vous faites le tour de toutes les maisons qui mangent bien en Serie A, et puis vous vous retrouvez à entraîner le concurrent. Ça arrive extrêmement souvent. Bon, c'est pas non plus un exploit d'avoir un entraîneur qui a entraîné Marseille, Monaco ou Paris, qui se retrouve à Lyon un jour. Voilà, donc Garcia a polarisé une haine autour de sa personne et on s'est trompé de cible, parce que celui qui déconnait au niveau du sportif, c'était Jean-Michel Aulas, hein, c'était pas du tout Garcia. Pour Juninho cet été, pourquoi il n'y a pas eu de sous de sortie? Alors on dit oui, il y a le Covid, il y a le stade à rembourser, il y a machin, il y a truche-muche. Je pense que la communication passait déjà très très mal entre Juninho et Jean-Michel Aulas, très très mal. Très très mal. Donc on a eu un mercato, moi je l'avais appelé ça l'été farniente du club, et quand on se retrouve à se faire exploser, étrier 3-0, je crois à Angers, hein, si j'ai bonne mémoire maintenant, fin août, là on est en situation de
de rush hour et de panic buy, comme disait Thomas. De panic buy, parce que là, on allait dans le vide. Bon, de toute façon, on allait dans le vide déjà avant, lors des matchs amicaux, quand on se prend des brouettes de buts contre les clubs portugais. Et moi, très vite, j'ai dit, Peter Bosz, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, parce que le gars, c'est Baby Footland. On se croirait dans Liv et Tom, son dogmatisme. Voilà, on est arrivé à un niveau, le mec, il est dogmatique à un point. Je pense qu'il faut qu'il se parte avec le bras. Karl Marx, c'est le petit livre rouge de Mao. Hein. À un moment donné, quand vous en êtes là, vous êtes arrivé à un point de dogmatisme où ça devient impossible de vous faire changer d'avis. Alors on va me dire, ouais, toi t'es dogmatique. Alors ça c'est Antoine de Madagascar. Non, moi je suis pas dogmatique, je m'en fous. Moi si ça marche, ça marche. Regardez Deschamps, lui, il change sa gamelle. Hein. Il est passé d'un football défensif de contre-attaque à Mbappé. Et puis maintenant il se dit, bon, bah maintenant, mes meilleurs talents sont devant, bah mettez-les en meilleure situation pour gagner les compètes, même si on prend des buts. C'est le pragmatisme. Voilà. On n'aime pas le jeu. Ça c'est autre chose, mais ça gagne. Ça n'a pas gagné à l'Euro pour 10 minutes, mais ça gagne. Pour Peter Bosz, c'est la deuxième partie de mon interview. Vous avez vu hier qu'il a donné... excusez-moi. Dans sa conférence d'après-match, il a critiqué Malo Gusto. Alors quand c'est un des meilleurs éléments qu'on a sur le terrain, je trouve que c'est quand même un peu gonflé, voire bizarroïde, voire contre-productif au niveau managérial. Déjà, c'est un jeune joueur. Du peu qu'il a joué, il a été très bon. Et vu l'âge qu'il a, étant donné l'âge qu'il a, c'est plus français, 18 ans, il rend quand même 9 ans d'écart à Léo Dubois, et on peut pas dire que Léo Dubois, quand même, depuis 2 saisons ou 3 saisons, ça soit sensationnel. Je ne comprends pas comment on peut critiquer un joueur de 18 ans qui rend des belles performances, qui fait des passes décisives, qui déborde très bien sur son côté, qui fait des bons gestes défensifs. Bon, en l'occurrence, contre Neymar, c'est Neymar qui s'est jeté parce que Turpin était aux Alouettes, il a jamais demandé la VAR, voilà. Il est solide, il a fait quelques bêtises, mais néanmoins, pour un joueur de 18 ans, il est costaud. Il est costaud. Mentalement, il est fort. Je connais pas la personnalité. Honnêtement, j'ai pas surveillé les interviews. Je suis hyper d'accord avec ce que disait Constant hier. Quand on a la chance d'avoir un joueur de 18 ans qui a le cran qu'il a sur le terrain et le mental qu'il a et ne pas se dégonfler face aux clubs comme Paris ou le match d'hier à Montpellier et qui finit à chaque fois parmi les meilleurs joueurs du match, c'est... Profitons. Alors bien entendu, Peter Bosz, il a filé le capitanat à l'autre, à Dubois. Donc maintenant, ça va être compliqué pour le petit Malo Gusto de s'y retrouver. Ça, c'est autre chose. Mais comment on peut dire aujourd'hui, comme le dit Antoine, on va dire, ça fait 2 oppositions contre Antoine, qu'on va aller chercher un numéro 1 devant Gusto, mais sur un poste d'arrière droit, il n'y en a pas dans le monde. Aujourd'hui, même l'équipe de France, qui est une des meilleures équipes, une des meilleures nations du monde, n'arrive même pas à trouver d'arrière droit. On se trouve avec des mecs comme Pavard, comme Mukiele, enfin des mecs pas possibles, des mecs comme Koundé qui sont même pas à leur poste, on bidouille. Maintenant, dans un rôle de piston, on met limite Kingsley Coman, qui est un pur ailier de formation, en piston droit. On ne sait plus quoi inventer. Et je peux vous dire que c'est pas la seule nation, il y a beaucoup de nations qui font ça et beaucoup de clubs qui galèrent à trouver des bons arrière droits. La preuve, Pavard, j'aurais pas au Bayern Munich autrement. C'est vraiment le poste le plus famélique au monde. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher autre chose que Malo Gusto, alors que le gars, il a un boulevard devant lui. S'il se débrouille bien, il a un boulevard devant lui. Ne faisons pas les mêmes conneries avec Gouiri, Benzema, Martial, parce que nous, je peux dire, offrir des cadeaux aux autres quasiment gratos, c'est notre spécialité à Lyon. Nos jeunes du centre de formation, protégeons-les quand ils ont quelque chose. Il a du mental, il fléchit pas. On va dire, ouais, mais à 18 ans, il a pas fait ses armes, parce que vous croyez que Mbappé, il a attendu longtemps avant de faire ses armes, et Messi, il a attendu longtemps, et Ronaldo, il a attendu longtemps. C'est plus comme il y a dans les années 80 ou 90, faut se réveiller. Aujourd'hui, les mecs, quand ils sont blindés mentalement, ils sont beaucoup plus matures, beaucoup plus tôt. Profitons-en. Il est prêt à 18 ans, bah donnons-lui sa place. Point barre. On va attendre quoi qu'il se barre? On va attendre quoi? Qu'il ait 25 ans? L'autre, il est né en 94, Dubois, il a 27 ans. Et alors, on attend toujours quoi de lui? On attend quoi? Qu'il fasse des passes en retrait, qu'il rate tous ses centres et qu'il défende moyennement? Bon, à un moment donné, c'est pas qu'une histoire d'âge, le talent. Surtout chez les jeunes générations. Faut changer de logiciel. Un mec comme Mbappé, il arrive, 18 premiers matchs, 18 buts à 18 ans. Bon, le mec, il en pose. 19 ans, il marque un but en finale de Coupe du Monde. Il est prêt, le mec. Puis depuis, il a jamais flanché. Il a eu peut-être un ou 2 passages à l'Euro, un peu dans le vague, mais voilà. Gusto, c'est un titulaire en puissance aujourd'hui. Je suis hyper d'accord avec ce que dit Constant. Je termine juste mon édito sur Peter Bosz. Je fais un peu un tunnel, comme ça, désolé, mais... Peter Bosz, il est extrêmement exigeant avec les autres.
Mais lui, est-ce qu'on peut exiger quelque chose de lui? Alors là, il disait, ouais, moi je mets jamais au-dessus de 6 à mes joueurs sur 10. Bon, pourquoi? Ça rime à quoi, ça? Il y a une notation sur 10, on met une note. Si le mec fait un très bon match, il a 9 ou 10. Hein. Je vois pas en quoi il peut se réduire sa notation. Alors il est très exigeant, et puis il a un dogme, comme dit Antoine. L'autre. C'est vrai qu'il est dogmatique. À un moment donné, quand vous avez un poste extrêmement bien payé, parce qu'il faut savoir que Garcia touchait 250 000 euros l'an dernier, et que Galtier touche 360 000 euros cette année à Nice, donc il doit être dans les zones, hein, je ne sais pas à quelle échelle exactement. Quand vous avez la chance qu'un employeur vous paye très cher pour raconter du dogme, il faut faire preuve d'un tout petit peu de souplesse. Et arrêtez de dire que vous allez arrêter l'an prochain pour vous occuper de vos petits-enfants aux Pays-Bas parce que ça vous manque, que vous repartez en vacances à Curaçao parce que vous êtes venu à la conférence de presse mais vous avez envie de reprendre vos vacances, que vous n'avez pas regardé un match de Ligue 1, que vous n'avez jamais regardé Marseille jouer. Non mais le mec, il gagne quand même près de 300 000 balles par mois, il ne peut même pas avoir un adjoint qui regarde un match de Marseille avant le match. Il connaît même pas Dimitri Payet dans sa conférence de presse, le mec. Alors je peux vous dire que des mecs qui vont postuler, envoyer leur CV d'entraîneur, il va y en avoir un paquet à l'OL à l'avenir. Hein. On s'est planté de coach, manifestement. Quand vous avez entendu les déclarations qu'il a sorties, et je les sors pas, je les invente pas, ces déclarations que je viens de vous dire, Thomas les a reprises, il les a dites, ça paraît dingue, mais il les a dites. Donc il est très exigeant, mais lui, en termes de connaissance de la Ligue 1 ou des joueurs et tout, nada le mec. Hein. Nada. Le jeu de Marseille, je sais pas, j'ai pas vu. Bon. Je sais pas, à un moment donné, Marseille c'est dans le top 5 français, je pense quand même que il y a des mecs quand même qui peuvent lui présenter à minima quand même les highlights et puis les plus moyens moments de Marseille. Bah non, il va en conférence de presse, ça se trouve Marseille il joue en violet, il sait pas. Ça a pas l'air de le choquer, ça. C'est notre délire. Alors arrêtez avec Peter Bosz 5 minutes les mecs. Franchement, vu ce que je viens de vous dire, je trouve encore un mec qui arrive à le défendre, il y a un problème. Ça vous gêne pas, vous qui ne sachez pas comment joue Marseille? Qui est Dimitri Payet? Ça vous gêne pas, vous? Mais faites le boulot de Peter Bosz. Ce mec, il utilise des réseaux de manière optimale et il se vend, comme dit Thomas, de manière marketing, de manière hyper optimale. C'est incroyable que nos dirigeants aient eu des pots de sauce devant les yeux à ce point en le prenant. Incroyable. Ah, on peut se foutre de Genesio. Hein. Ah bah ça, il y a du monde. Hein. Ouais, c'était peut-être pas le mec qui a le charisme le plus extraordinaire, mais il faisait bien son boulot et de manière consciencieuse. Garcia, c'est un faux jeton, il était pour Marseille. Ouais, mais il a fait son job à Lyon. Vous n'aimez peut-être pas parce qu'il venait de Marseille. Bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, mais au moins il faisait le job. Et il connaissait les joueurs, excusez-moi, et il connaissait les tactiques. À un moment donné, l'autre, voilà, il critique Malo Gusto hier. Bon, voilà, ça lui dessort comme ça. Alors qu'en fait, tu dis, bah écoute, c'est bien, Malo, continue. Bah non, moi je veux dire, joue plus simple, fais une ou deux touches de balle. Bah alors qu'est-ce que tu vas dire à tes joueurs qui ont 30 balais comme Shaqiri? Qu'est-ce que tu vas dire à tes joueurs comme Slimani qui ont 30 balais, qui n'ont pas fait un match sans sas? Mais qu'est-ce qu'il va dire à un moment donné? Enfin, pourquoi il critique Boateng? Il fait quoi à part toucher 500 000 balles par mois en ce moment à Lyon? Bon, le mec, bon, voilà, le Bayern, il était cramé, le mec. Bon, bah, on s'est fait avoir. Bah, voilà, bon, bah, tant pis. Ça arrive, hein. On aurait pu faire une bonne pioche. Bon, a priori, c'est pas une bonne pioche. Bon, bah, voilà. Et contrairement à ce que dit Constant hier, on va pas attendre le mois de mai, le mec faire une saison blanche pour qu'il soit en forme. Ouais, mais à 33 ans, il a besoin de se remettre en forme. Non, mais attends, à un moment donné, tu le payes 500 000 balles. Le mec, il a gagné 10 Bundesliga, une Coupe du Monde et 2 Ligues des Champions. T'attends autre chose du mec, quoi. Voilà, t'en es pas à attendre que le mec, il sorte à 70e minute, qu'il est gras comme un lardon, quoi. Voilà, au bout d'un moment, stop, quoi. Donc moi, en tout cas, pour Peter Bosz, c'est un manager et il est inadaptable. C'est-à-dire qu'il vient avec son dogme, il vous explique le football comme dans Olive et Tom, le mec. Ouais, je vous explique comment ça marche. Le foot, 5 secondes, on récupère la balle, on fait du pressing, du contre-pressing quand on perd la balle, patati patata, patati patata. Il y a 0 bloc équipe. Les lignes, elles sont à 70 mètres l'une de l'autre. Hein? Voilà. À un moment donné, c'est bien de dire comment lui il veut jouer, déjà. Il faut juste à un moment considérer qu'il y a un contexte et il y a un adversaire. C'est comme quand vous prenez un directeur commercial dans une boîte, il peut avoir des grands plans et des grandes stratégies commerciales pour taper les meilleurs prospects et les meilleurs clients, hein, ses clients idéaux. À un moment donné, si le mec il voit que la réalité du marché elle est plus complexe, bah, tu revois ton fusil, tu changes ta stratégie, tu dis bon bah moi je pensais que ça marcherait comme ça, bah il se trouve que c'est plus compliqué, il y a de la réglementation, le marché international, tel pays c'est plus compliqué qu'on pensait, faut qu'on revoie notre stratégie, merde on s'est planté, bah revois les batteries. Mais non lui non. Oh bah on n'a pas bien joué, on a gagné, je prends, mais bon finalement je préférerais bien jouer, puis Gusto faudrait qu'il apprenne à jouer au foot, et puis voilà, ma philosophie de jeu, bon ça fait 15 ans qu'il nous en parle, laisse tomber, elle est toujours pas appliquée, puis elle sera jamais appliquée, de toute façon, voilà, laisse tomber, hein. Et le mec il s'en branle, il connaît pas Montpellier quand il joue Montpellier, il connaît pas Marseille, il connaît pas Paris, il connaît rien, et il est persuadé, le mec, que c'est Jésus-Christ quand il parle maintenant. Alors vous allez me dire, ouais toi tu penses pareil, non mais attends, moi je suis un supporter, je gagne pas une thune.
Quand on te vend un mec qui est censé avoir révolutionné le football comme Johan Cruyff, qui s'appelle Peter Bosz, et quand on vend ce mec comme un putain de dieu, hein, carrément un dieu du foot, alors que le mec, sur la réalité du terrain, c'est l'opposé de ce qu'il nous raconte, bah tout simplement parce qu'en face, il y a des adversaires de qualité, qui ont également une stratégie, donc à lui d'être un peu plus souple et un peu plus adaptable et un peu moins exigeant. Voilà, il s'adapte. Flexibilité, c'est ce qui marche dans le monde moderne, la flexibilité. Voilà, hein, c'est le monde qui marche. On a une méthode, mais en fonction du client qu'on a en face ou du mec qu'on a en face, eh ben on s'adapte un tout petit peu, en lâchant un peu de lest, en proposant des voies de biais pour arriver à la solution. Bah ouais, ça s'appelle être dans le monde moderne. Mais a priori, le football, c'est pas un monde comme le reste. C'est vrai. C'est un monde de réseau, de pipeaux, on paye les mecs des blindes et la peau du cul, pour au final avoir des résultats hyper médiocres et raconter des conneries pas possibles. Voilà, Peter Bosz, je vois même pas pourquoi on s'emmerde à continuer avec lui. Avec Thomas, on se disait jusqu'à quand ça va continuer avec lui. Si Aulas, ça lui plaît de pas être sur le podium, moi je veux bien. Alors on dit, ouais, mais en ce moment, on a fait 6 victoires et 2 nuls, on est sur une super hype. Non, 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matchs, tu vois, parce que le moment où ça allait, c'est quand Paqueta, il a la tête à l'endroit. Prenez tous les matchs où on a gagné, c'est Paqueta qui vous fait les wins. Hein. C'est tout. Voilà. Donc, évidemment, je l'appelle l'illusionniste parce que je sais pas comment il s'est démerdé pour obtenir le poste. Je sais pas ce qu'il a vendu. Mais en tout cas, c'est complètement opposé à ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Donc, allez l'OL. Moi, je pense que la saison sera pas bonne, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que ça marche un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit sur des exploits individuels. Pas mieux que sous Garcia, finalement. Mais Garcia, il a pas réussi à tirer au mieux son groupe. On le doit reprocher. Hein. Bah alors, reprochez-le à Peter Bosz, ne vous gênez pas. C'est pas parce qu'il est étranger qu'il est mieux que Rudy Garcia. C'est vrai que quand c'est étranger, c'est toujours mieux. Mais honnêtement, aux Pays-Bas, il ne lui porte aucun crédit à Peter Bosz. Allez, faites Google Traduction et vous voyez ce qu'il dit sur Peter Bosz. Arrêtons de nous leurrer avec ce mec. Et arrêtons de nous leurrer avec Juninho. Bon, Juninho, c'est l'enfant du club, donc je lui pardonnerai toujours plus. Mais je pense qu'il faut qu'il fasse capitaine du recrutement. Il serait très bien là-dedans, en l'occurrence. Pourquoi pas ? Bon, c'est juste un problème d'organigramme pour lui. Hein. C'est pas le management, c'est pas son truc. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il a des compétences pour conseiller Aulas sur le recrutement ou sur des coups, comme le faisait Lacombe. Après, c'est pas son délire, à mon avis, ni d'entraîner, ni d'être manager sportif. Mais pitié, 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 Jean-Michel Aulas, arrêtons avec Peter Bosz. Arrêtons. Alors on va me dire, ouais, tu fais, machin. Bah, je fais un acte de déclaration d'incompétence à Peter Bosz à la hauteur de la hype qu'on lui a consacrée en tant que dieu du savoir footballistique à la hauteur de Peter Cruyff, quand même. Parce que les Hollandais, ça, ils savent nous le vendre, Peter Cruyff. Hein. Pas de souci. Tu veux faire intelligent, tu mets Johan Cruyff dans ta phrase et t'as gagné des points. C'est comme avec Guardiola. Hop, tu dis, ça, c'est Guardiola. Tiens, j'ai inventé le football. Voilà. Bon, donc voilà, c'était mon avis. Moi, j'en démordrai pas. Et ça m'emmerde pour mon club. Et ça, je suis désolé, ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément pour mon club, ça me chagrine. Je sais pas pourquoi Aulas a donné les clés du camion à un zozo pareil. Alors, évidemment qu'avec Garcia, j'étais pas content du jeu. Évidemment que ça n'allait pas. Évidemment qu'on a raté la 3e place. Mais à un moment donné, il faut que le logiciel il change en janvier, autrement ça marchera jamais, quoi. Ça marchera jamais. Allez, ciao les gones.